Les limites de l'efficacité de la politique économique. Qu'est-ce qu'une politique économique? La politique économique correspond à l'ensemble des interventions des pouvoirs publics dans l'économie. Les politiques économiques sont composées de politiques conjoncturelles et de politiques structurelles qui sont en étroite corrélation. Les politiques keynésiennes traditionnelles mettent essentiellement l'accent sur la dimension conjoncturelle de la politique économique par des politiques budgétaires et monétaires. Cet aspect a connu un déclin sensible en Europe du fait de la montée des mécanismes d'harmonisation européenne. Des politiques conjoncturelles. Le keynésianisme et le libéralisme sont les deux principales sources d'inspiration de la politique économique. Les principaux instruments de la politique économique sont la politique budgétaire, qui est essentiellement du ressort de l'État, et la politique monétaire et d'échange, qui dans l'Union européenne est du ressort des banques centrales nationales en liaison avec la Banque centrale européenne. Pour soutenir le niveau de l'activité à court terme tout en maintenant la stabilité des prix, les pouvoirs publics disposent de deux tiers possibles. Agir par leurs dépenses pour encourager la consommation et l'investissement, agir sur la monnaie et le financement de l'activité économique pour encourager les agents économiques à augmenter leur activité. Les politiques structurelles. La politique structurelle vise à agir sur les structures économiques du pays pour transformer le mode de fonctionnement du système économique. Les politiques structurelles concernent ainsi des domaines très variés comme l'emploi, la santé, la fiscalité, mais aussi les politiques industrielles énergétiques, de recherche et d'innovation, la politique agricole et de l'environnement, l'aménagement du territoire ou encore le système de protection sociale et la politique des revenus. Elles ont pour caractéristique de n'avoir des effets et de n'influencer qu'à long terme le fonctionnement de l'économie. Depuis plusieurs années, notamment suite à la montée en puissance des thèses libérales et dans les années 80, la politique économique fait l'objet de vives critiques. Le débat les concernant n'est pas clos et actuellement deux séries d'objections lui sont faites. D'une part, son efficacité et sa légitimité sont contestées, et d'autre part, les contraintes pesant tant sur la politique budgétaire que sur la politique monétaire seraient excessives. La remise en cause des politiques économiques. La thèse libérale standard postule l'efficience des marchés. A contrario, elle considère toute intervention de l'État dans l'économie comme néfaste, car préjudiciable au bien-être social et inefficace économiquement. En ce sens, la politique économique, mode d'intervention conjoncturelle de l'État, serait inefficace. Les agents économiques anticipent les effets des politiques économiques. Toute intervention de l'État a d'autant plus d'efficacité que rien n'entrave les mécanismes mis en œuvre. Politique d'investissement public, relance de la demande, etc. Cependant, si les agents économiques anticipent les effets escomptés, ils peuvent empêcher ceux-ci de se réaliser. Exemple, dans le cas d'une politique de relance de la part de l'État, les agents peuvent anticiper le fait que le coût de la relance sera financé par l'impôt et en prévision de ceci, ils peuvent être amenés à réduire leur consommation afin d'épargner plus, ce qui limite l'efficacité de la relance. La mondialisation rend les politiques économiques nationales plus difficiles à mener. La mondialisation contemporaine est marquée par la disparition progressive des obstacles à la circulation des biens, des capitaux et des personnes et par l'apparition d'agents opérant directement à l'échelle mondiale. Les États, les peuples, les systèmes économiques et sociaux nationaux sont alors mis en concurrence par les agents mobiles. Les grandes entreprises multinationales, les individus les plus riches ou les plus qualifiés qui peuvent choisir ou produire, s'installer, être taxés, ceci dans des délais très courts. La marge de manœuvre des États étant réduite, les politiques économiques menées sont donc moins efficaces. Les conflits d'intérêts font que les politiques économiques sont souvent la résultante de compromis entre les différents acteurs de la vie économique nationale en visant à ce qu'elles ne mécontentent pas trop et elles perdent donc en efficacité. Des politiques économiques illégitimes. Pour certains économistes, les politiques économiques ne seraient pas seulement inefficaces, mais elles seraient aussi illégitimes, car elles nuiraient aux libertés individuelles. Les avantages tirés de ces politiques seraient captés par quelques-uns au détriment de la majorité. Elles conduiraient aussi à une bureaucratisation de la vie économique. D'ailleurs, pour les théoriciens de l'école des choix publics, l'intervention de l'État, notamment à travers les politiques économiques, détournerait des ressources d'usage productif vers des usages improductifs. Des politiques économiques difficiles à coordonner. De plus en plus, les problèmes économiques ne sont pas nationaux, mais régionaux, voire mondiaux.
Ainsi, les politiques économiques ne peuvent plus être exclusivement nationales, mais doivent s'inscrire dans le cadre de politiques menées à un niveau supranational. La Communauté européenne a par exemple été le pilier supranational de l'Union européenne. Les décisions qui sont prises au sein de ces institutions ne sont pas révocables par les États. Dès lors, se pose le problème de leur coordination. Or, la coordination est rendue difficile parce que les États ont des priorités différentes, parce que les États sont des situations économiques différentes, parce que les États ont des tailles différentes et parce que les États ont des niveaux de développement différents. Il est à noter que dans le cadre de l'Union européenne, la question de la coordination est centrale. Des procédures techniques existent, des procédures indicatives, par exemple la stratégie de Lisbonne, des procédures coercitives qui exercent des contraintes, par exemple le pacte de stabilité et de croissance en matière de politique budgétaire, ou encore les critères de Maastricht, le traité constitutionnel de l'Europe en matière de politique budgétaire et monétaire. La politique budgétaire. En quoi consistent les politiques budgétaires? La politique budgétaire concerne l'utilisation des dépenses et des recettes publiques pour assurer la régulation de l'activité économique. Deux conceptions peuvent être mises en œuvre. Une approche keynésienne fondée sur l'anticipation des recettes et le déficit budgétaire, une approche libérale fondée sur la diminution des recettes, c'est-à-dire moins de pression fiscale, les deux visant, par des moyens différents, à stimuler l'activité économique. La première en fournissant des revenus supplémentaires aux agents économiques, la seconde en augmentant le revenu disponible par l'allègement de la pression fiscale. Les politiques de rigueur. La politique de rigueur d'inspiration libérale vise à relancer l'économie et à lutter contre l'inflation. La politique de rigueur relancerait l'économie en allégeant la pression fiscale afin que les agents économiques aient un revenu disponible plus important pour épargner, investir et éventuellement consommer. Alors, cela se traduit tout d'abord par la réduction des déficits. L'objectif est d'avoir un budget en équilibre et par la réduction des dépenses du budget de l'État, en particulier en limitant la taille et l'action du secteur public, en supprimant par exemple des postes de fonctionnaires. L'autre préoccupation de cette politique est de lutter contre l'inflation. Pour cela, un ralentissement de la demande est nécessaire afin de limiter les tensions sur les prix. Alors cela sera rendu possible par une augmentation des prélèvements obligatoires, ce qui réduira le revenu disponible et donc la demande, ou encore par une politique monétaire de taux d'intérêt élevés pour limiter l'accès au crédit. Il est difficile de mener à bien ces deux objectifs contradictoires, ainsi qu'il est démontré dans le carré de Kaldor, avec en outre le risque que la lutte contre l'inflation puisse avoir un effet déflationniste avec un ralentissement de toute l'activité économique. Les politiques de relance. La politique de relance keynésienne soutient la croissance économique en stimulant la demande, car pour Keynes, il peut exister un équilibre de sous-emploi, c'est-à-dire une situation économique dans laquelle l'équilibre de l'offre et de la demande sur le marché des biens correspond à un niveau de production ne permettant pas d'assurer le plein emploi. L'État doit intervenir sur la demande globale pour stimuler la production. L'État va agir de manière nommer le multiplicateur de dépenses publiques. On multiplie ainsi les investissements pour multiplier les emplois, la consommation et donc la croissance. Pour stimuler la demande, l'État augmente les dépenses publiques, sans modifier le niveau des impôts, ou même en diminuant la pression fiscale. Il en découle un accroissement plus que proportionnel de la production nationale appelé effet multiplicateur. Cet effet multiplicateur de la dépense publique doit permettre d'accroître la richesse créée et les revenus distribués qui seront supérieurs à la dépense publique. L'accroissement des dépenses budgétaires entraîne une augmentation des commandes publiques et donc une augmentation de l'emploi, de la production, de la consommation, de la demande et donc de la croissance économique. Les contraintes pesant sur la politique budgétaire. L'efficacité de la politique budgétaire se trouve limitée du fait de l'existence de multiples contraintes. Alors les contraintes de Maastricht qui imposent des limites maximales au déficit public et concernant la dette publique, le pacte de stabilité et de croissance qui stipule que les comptes publics nationaux doivent tendre à l'équilibre à terme et que les déficits publics nationaux ne doivent pas dépasser 3% du PIB sauf circonstances exceptionnelles. Il est désormais interdit de financer un déficit budgétaire par création monétaire. Le financement du déficit budgétaire par emprunt risque de générer une hausse des taux d'intérêt entraînant la baisse des dépenses privées.
Dans certains cas, le poids de la dette publique augmente du fait que le taux d'intérêt réel est supérieur au taux de croissance du PIB en volume. Ainsi, spontanément, le volume de la dette s'accroît. L'existence d'un effet Ricardo au XIXe siècle et Barreau dans les années 70 ont montré que les agents économiques anticipent qu'une politique de relance économique financée par emprunt donnera lieu ultérieurement à des hausses d'impôts. Pour se préparer à les payer, ils réduisent donc leurs dépenses. Plus généralement, les politiques budgétaires posent un problème majeur, celui de l'importance du déficit de la dette publique qui risque de se produire et plus particulièrement de la soutenabilité de cette dette. Il est à noter que la soutenabilité correspond au fait que les finances publiques puissent rester solvables, c'est-à-dire conserver un niveau de dette qui sera couverte à l'avenir par des surplus budgétaires sans que les ajustements budgétaires nécessaires soient démesurés par rapport à ceux des périodes précédentes ou inacceptables par la société. La politique monétaire. En quoi consistent les politiques monétaires ? La politique monétaire vise à assurer la stabilité de la monnaie, le contrôle de la masse monétaire et de l'inflation. Il est nécessaire de réguler l'émission de monnaie à un effet inflationniste, mais une émission insuffisante de monnaie freine l'activité économique. On parle alors de surchauffe. Nous avons également noté qu'il était nécessaire de maintenir un taux de change adapté. Une monnaie dépréciée par rapport à celle des partenaires favorise les exportations, mais renchérit les importations. A l'inverse, une monnaie trop forte freine les exportations, mais abaisse le coût des importations et attire les capitaux. La Banque centrale pratique un contrôle indirect de la masse monétaire par le réescompte, coût du refinancement des banques commerciales auprès de la Banque centrale, et par l'intervention sur le marché monétaire en achetant ou en vendant des titres et par la définition de réserves légales. Dans l'Union européenne, la politique monétaire est du ressort des banques centrales en liaison avec la BCE, mais l'objectif qui lui a été fixé se limite à la stabilité des prix, ce qui prive les gouvernements européens de la possibilité d'agir sur la monnaie pour mener leur politique économique. La politique monétaire est l'action par laquelle l'autorité monétaire, en général la Banque centrale, agit sur l'offre de monnaie dans le but de remplir son objectif de triple stabilité, à savoir la stabilité des taux d'intérêt, la stabilité des taux de change et la stabilité des prix. Elle tâche également d'atteindre les autres objectifs de la politique économique, qualifiés de triangle keynésien, la croissance, le plein emploi, l'équilibre extérieur. Depuis le début de la crise économique de 2008, les banques centrales ont de plus en plus recours à des politiques dites non conventionnelles dans l'assouplissement quantitatif, qui consiste en une création de monnaie, très souvent par l'achat de titres publics. Les contraintes pesant sur la politique monétaire. L'efficacité de la politique monétaire se trouve elle aussi limitée, du fait de l'existence de nombreuses contraintes. La politique de la Banque centrale européenne, exclusivement centrée sur la lutte contre l'inflation, qui conduit le plus souvent à mener une politique monétaire restrictive, qui fragilise la croissance économique. La crédibilité des autorités monétaires européennes est souvent contestée, car l'institution est récente et ses objectifs manquent parfois de clarté. Les contraintes économiques. Les agents économiques anticipent bien les effets attendus d'une politique monétaire de sorte qu'ils empêchent les autorités à mener à bien cette politique. En fait, l'efficacité de la politique monétaire dépend largement de la crédibilité des autorités monétaires, de la Banque centrale européenne en l'occurrence en Europe. Ainsi, certains posent-ils la question de l'opportunité ou non de l'abandon de la souveraineté nationale en matière monétaire. Les politiques économiques dans l'Union européenne. Au niveau européen, 3 principales politiques structurelles sont mises en œuvre. La politique agricole commune, une politique de la concurrence et plus récemment une politique de l'environnement. La politique agricole commune, la plus ancienne, vise à permettre la modernisation de l'agriculture, le maintien de revenus satisfaisants pour les agriculteurs et le développement d'une agriculture raisonnée. La politique de la concurrence, avec l'instauration des règles de marché unique, vise à maintenir la concurrence, en particulier par l'interdiction pour les entreprises d'ententes illicites de dumping et de position dominante et pour les États, l'interdiction d'aides ou de subventions afin de ne pas créer la distorsion de concurrence. La politique de l'environnement doit préserver l'écosystème en réduisant la pollution de l'eau, de l'air et en protégeant la faune et la flore. L'Union européenne a en particulier mis en œuvre un système de quotas carbone.